Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans détour, le podcast de Géninem avec le soutien de la FIT. La FIT, c'est fondation-fit.ch. Ils soutiennent les entrepreneuses et les entrepreneurs dans le canton de Vaud avec 3 programmes distincts. Les startups à impact, les startups digitales et les startups tech. Allez visiter leur site fondation-fit.ch. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé et souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Moi, je m'appelle Cyril Delaval, je suis coach au sein de l'association Génilem et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Kilko Caballero. Salut. Salut Cyril, merci. Parcours riche et intéressant. Tu es le cofondateur aujourd'hui de Totem. Correct. Ce sont des salles d'escalade. Vous en avez 6 ensuite, toute la Suisse romande, de Genève à Montreux. On va dire ça comme ça. Ça, c'est ta dernière aventure entrepreneuriale depuis une dizaine d'années. Avant ça, tu as passé une vingtaine d'années à la Silicon Valley. Et encore avant ça, tu avais débuté ta carrière en tant qu'ingénieur software à Genève dans les années 80, dans les années 80. Bienvenue dans ce podcast. On va parler avec toi d'ambition, de croissance et de start-up. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Nickel. Comme toujours, première question que je pose absolument à tout le monde. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, j'ai grandi à Genève. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans à Genève. T'es arrivé d'où? Je suis arrivé du Pérou. Ok. Je suis né en Turquie, j'ai vécu en Allemagne, au Pérou et ensuite Genève. Et j'ai fait ma fin de l'école primaire, école secondaire, et puis j'ai fait le TEC, l'école d'ingénieur, en aéronautique, qui était une grande erreur parce que je me suis aperçu après une année que c'était vraiment pas pour moi. Puis j'ai eu une grosse chance parce que mon père nous a acheté un Apple II. Alors, ça donne un petit peu une idée de mon âge, mais il nous a acheté un Apple II et mon frère et moi, on est devenus fous avec ça. Donc j'ai quand même fini l'école d'ingénieur et je suis parti à l'Uni faire informatique et gestion d'entreprise. Et puis, tout le début de ma carrière, je n'étais intéressé que par le logiciel développeur. Qu'est-ce qui t'intéressait? C'était quoi? J'adorais coder dans n'importe quoi. C'était une époque où il n'y en avait pas. C'était les premiers ordinateurs personnels. Personne n'en avait. D'accord? Et nous, on résolvait des problèmes que les gens ne comprenaient pas qui était possible d'être résolu. Donc, c'était Quel genre de problème? n'importe quoi. Moi, j'étais à l'Uni, je payais mes études comme ça. J'avais un gars qui avait une collection de vidéos VHS. Et qui voulait les cataloguer, il avait aucune idée comment faire. On lui a montré, on lui a écrit le truc, et puis, ah ouais, super. Et c'était tout le temps comme ça. Pour la petite histoire, d'ailleurs, j'ai travaillé pour une start-up genevoise, je n'étais pas le fondateur, qui existe toujours, Gestion et informatique pour tous et ça, qui était le premier logiciel de compta sur un ordinateur personnel à l'époque. GIT, ouais, c'est Winner. Maintenant, oui, exact. Ouais. J'étais là au tout début. Tout début, on est donc dans les années 80. Dans les années 80, ouais. 80, ouais. Exact, ouais. Ok, et donc là, vous êtes une équipe de 10 ingénieurs software, tu es tout seul? À l'époque, on était 3 ou 4. On était juste 3 ou 4. Il y avait Franck qui était et puis son associé qui étaient les fondateurs. Et puis moi, j'étais le premier ingénieur. Après, il y en a 2 ou 3 qui nous ont rejoints. Et puis après, au bout d'un moment, je suis parti. J'ai été travailler pour une autre start-up qui faisait de la fintech, qui s'appelait Quotchart. Et puis... Toujours à Genève? Toujours à Genève. On était à la Gradelle à l'époque. Et on avait fait, là aussi, le premier logiciel de trading sur un ordinateur personnel. Et on avait signé un énorme contrat avec, pour nous en tout cas, un énorme contrat à l'époque avec une société en Suisse qui faisait ça. Et au début sur un Apple II et ensuite sur les premiers Mac, de montrer comment on pouvait... Ce qu'aujourd'hui on voit partout et qui est devenu commun, c'était révolutionnaire parce que personne ne tradait sur des ordinateurs, personne n'avait des ordinateurs. Voilà. Ok. Cette période, j'ai presque envie de l'appeler pionnière, un petit peu, parce que tu as utilisé souvent, c'était la première société etc. Ça t'a appris quoi? Ça m'a d'abord appris, ça m'a ouvert l'esprit parce que j'avais pas... si, j'ai eu un employeur après un moment donné, j'ai participé à la réécriture du logiciel de Navill et ça, qui n'était pas sur un ordinateur personnel. Mais c'était en fait de changer constamment de projet. Et c'est ce qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat. Chaque contrat était quelque chose de radicalement différent. Et on découvrait un métier, on découvrait des besoins des clients, et puis on le faisait sans se poser trop de questions. Et ça m'a
vraiment donné envie d'être un entrepreneur, pas de travailler dans une société et de faire une carrière. C'est pas pour moi. Mais quand même, tu démarres comme ça, pas avec un projet personnel, je dirais. Et donc, tu as des projets intrapreneuriaux quelque part où, enfin, tu bosses sur des projets, Mhm. mais pas forcément pour ta boîte. Alors c'était des startups, ça s'appelait pas des startups à l'époque, mais c'était des startups. Ouais. J'ai été CoachEarth, c'était des startups. Et bon, moi je sortais d'université, même parfois j'étais encore à l'université, et puis j'allais travailler avec eux, et puis je faisais ça. Et avec l'une d'elles, je suis parti dans le sud de la France. Et au bout d'une année, ça marchait pas bien avec notre patron. On a décidé que on allait partir, puis qu'on allait monter notre propre boîte. Et donc, on a monté une boîte là-bas qui s'appelait About Software Concepts et qui faisait... alors, de nouveau, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle de no-code ou etc. On faisait des premiers outils de développement graphique. Tu créais des objets graphiques et tu liais les objets avec du script et ça te permettait de créer des apps, du rapid development en fait. D'accord. Et avec ça, on a levé du financement avec Sophie Nova, qui était un des tout premiers investisseurs capital risque en France. Je suis parti aux États-Unis avec, j'avais ma femme, un bébé, 2 valises et un vélo. Et on a débarqué en Silicon Valley. Et, À la demande de oui, du c'était toujours financeur l'objectif. C'était l'objectif. Je cherchais de l'argent parce que le marché européen pour une petite start-up, surtout à l'époque, c'était très compliqué. C'était ultra morcelé. Il y a toutes ces langues, etc. C'est difficile d'avoir une visibilité globale. C'était beaucoup, et tous nos compétiteurs étaient aux États-Unis. Et donc, on voulait partir là-bas. Mais on n'est pas parti avec des moyens. Je suis parti tout seul. J'avais une équipe d'une dizaine de personnes qui sont restées en France. Et puis au début tout seul, et un ingénieur support m'a rejoint après. Et puis on a monté le bureau à San Francisco. On m'a gentiment expliqué que probablement on allait me remplacer avec un vrai CEO américain. Et puis ça s'est jamais fait. Voilà. Ok. Pourquoi on voulait te remplacer par un CEO américain? Parce que bon, je vais être honnête, j'avais probablement pas l'expérience et la stature quand je l'ai fait. Mon anglais était franchement approximatif. Je connaissais pas le marché américain. Il y avait une logique. Si ça marchait, et ça m'aurait pas forcément dérangé. Et d'ailleurs, j'ai vendu la société et pendant 2 ans, j'étais employé de la société qui nous achetait en tant que CTO. J'ai passé régulièrement de cofondateur, PDG, à employé, retour à cofondateur, etc. Donc, tu pars dans la Silicon Valley. C'était quoi la grande différence dans la Silicon Valley? On est là dans les années 90? On est dans les années 90, exactement. Je suis arrivé en 93 en Silicon Valley. La différence entre la Silicon Valley de 1993 et Genève ou le sud de la France de 1992, alors? L'énergie. C'est incroyable. S'il y a une chose qui me manque encore pas grand chose qui me manque, mais ça me manque. Il y avait une énergie, une créativité, tout le monde me demande toujours comment est-ce qu'on peut répliquer la Silicon Valley. Je ne sais pas je pense pas qu'on puisse la répliquer. C'est une concentration de gens brillants qui ont des idées, qui veulent juste faire ce qu'ils ont à faire, et pour moi, c'était marrant. Je donne quelques anecdotes. J'allais grimper dans des salles et je m'aperçois quand Apple annonce l'iPhone que le gars avec qui je grimpais tout le temps, il le savait pas non plus d'ailleurs, travaillait sur l'OS de l'iPhone. Alors lui-même ne le savait pas, il l'a appris le jour de l'annonce qu'en fait il travaillait sur l'OS de l'iPhone. C'était assez drôle. Mais tous les gens dans la salle, c'est l'autre chose qui est incroyable, c'est tu vas au restaurant, il faut faire attention à ce que tu dis parce que tous les gens autour de toi sont soit des investisseurs, soit des gens qui travaillent dans la Silicon Valley, dans une start-up ou une grosse boîte informatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu ne retrouves pas en Suisse ou en France ou ailleurs. Ok. Et donc, c'est vraiment cette concentration qui Ouais. permet ça. Ok. Et en termes d'énergie, tu me parles d'énergie, ça se manifeste comment? Les gens, ils grimpaient plus vite, plus haut, c'est quoi? C'est dans le sens qu'il n'y a pas de limite à leur réflexion. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. C'est en fait un concentré d'entrepreneurs. Alors, ils peuvent travailler pour Google ou comme ça, mais tôt ou tard, souvent, ils partent. C'est juste une étape pour aller monter leur boîte. Et donc, j'ai jamais vu un tel concentré de gens qui sont passionnés par l'idée de créer
du logiciel ou autre. Et c'est ça qui était incroyable. Et c'est dans l'idée c'est créer pour créer, c'est une sorte d'urgence comme ça, un peu comme pourraient avoir des artistes, ou c'est dans une logique de punaise, il y a un problème, je veux le résoudre, il y a un problème, je veux le résoudre? Je pense que chacun est différent à ce sujet-là. Mais c'est clair que, de nouveau, comme ils disent en anglais, sky is the limit. Tout est possible. Tu as un outil avec lequel tu peux faire plein de choses et à toi de découvrir quoi faire avec. En fait, on pose le problème à l'envers en tant qu'entrepreneur. C'est, j'ai l'outil, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est ça. Et tout le monde qui est là-bas a cette même attitude. Je me souviens, il y a un pote qui m'avait rejoint, je l'avais aidé à trouver un job. Et il sortait, il avait fait Polytechnique en France. Souvent, comme beaucoup de polytechniciens, il était très sûr de lui. Et un jour, il arrive chez moi à un dîner, il me dit « Je pensais que j'étais smart, mais tout le monde est smart ici. » Et chaque fois que tu as une idée, il y a déjà 10 personnes qui ont probablement joué avec la même idée. Mais ça, c'est énergisant, c'est pas déprimant. Il faut juste aller plus vite, chercher une autre idée, aller foncer. C'est ça qui est intéressant. Et ça te correspond bien? Ça me correspond. Oui, c'est totalement moi. Je suis pas structuré. J'adore changer d'idée, évaluer à quelque chose. Si ça marche pas, je passe à autre chose très rapidement. J'aime pas le concept de carrière, de projet à très très longue durée, etc. C'est dans l'instant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant et comment je peux le faire marcher. Ok. Et donc, tu pars à la Silicon Valley. Tu te fais pas remplacer tout de suite par un CEO américain parce que visiblement, tu as eu des bons résultats. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, c'est une histoire assez bizarre parce qu'après 2 ans, bon, on faisait notre petit bonhomme de chemin, on signe quelques contrats, ça commence à marcher et je me fais contacter pour être acheté. Mais à l'époque, on était dans ces outils client-serveur et le PDG de la société qui voulait nous racheter, qui s'appelait White Pine Software, je vais être honnête, je l'aimais pas beaucoup, on s'entendait pas beaucoup. Mais bon, il était prêt à nous racheter, etc. Et ce qui est bizarre, c'est que ces négociations ont duré des mois. Et au milieu de ça, il a décidé de changer en licenciant la technologie de visioconférence de Cornell University, qui s'appelait CUCME. Et donc, à ce moment-là, logiquement, il aurait dû arrêter les transactions. Mais je lui ai dit que je voulais pas faire le deal et je crois que ça l'a vexé, donc il a quand même voulu faire le deal. Et je me suis retrouvé CTO de cette boîte, Chief Technology Officer, et une année après, on partait en bourse avec du vidéo chat. Donc de nouveau, un métier complètement inconnu pour moi. Travailler dans une boîte cotée en bourse, c'est très très différent, beaucoup plus structuré, etc. Mais franchement, c'était trop tôt. 11% de notre chiffre d'affaires venait de la visioconférence, mais 100% du buzz venait de la visioconférence. Donc très rapidement, au bout de 2-3 trimestres, ça s'est mal passé. Le PDG s'est fait virer et on m'a demandé si je voulais faire l'intérim. Et on m'a clairement dit que c'était un intérim et puis qu'on allait chercher un PDG. Et puis je suis rentré après 2 semaines à la maison, j'ai dit à ma femme, je veux ce job. Elle m'a dit, t'as qu'à leur dire. Elle me dit, non, ça suffira pas, faut que je déménage au New Hampshire. Parce que la maison mère était là-bas. Donc New Hampshire, c'est l'autre rive, hein? Ouais, c'est Côte Est. au nord de Boston. Et bon, comme ma femme est vraiment cool, elle dit, OK, pas de problème. Donc j'appelle le board, je dis, je déménage. Ils me disent, mais tu sais que c'est intérim? Je dis, pas de problème, je déménage. Et 3 mois après, ils m'ont donné le job. Donc je me suis retrouvé PDG d'une boîte cotée en bourse. C'était bien? Alors, c'était stressant parce que mon premier meeting avec les analyses de marché, etc., on avait des résultats catastrophiques. Donc, je me retrouve avec des gens très hostiles, investisseurs et autres. Un énorme apprentissage parce que c'est vraiment différent de gérer une start-up. On est dans un endroit extrêmement carré. Il faut annoncer ses résultats tous les 3 mois, etc. J'ai adoré l'apprentissage. Je l'aurais fait puisque j'ai fusionné White Pine avec une autre société qui s'appelait First Virtual, dont je suis devenu le PDG, et toujours coté en bourse. Mais les deux côtés? Les deux étaient cotés, okay. Et je suis devenu le PDG de la société commune. Et je vais être honnête, j'aurais plus envie de le faire. Ça correspond pas à mon métier d'entrepreneur. J'avais toujours de gérer une boîte à 3 mois,
c'est surtout une start-up ou une petite boîte, ça n'a pas de sens. Ça a peut-être un sens pour Apple, Google, etc. Ça n'avait pas un sens pour moi. Et même si c'était Apple, je voudrais pas gérer ça. C'est pas ma personnalité. C'est pas une critique. Je pense que Tim Cook fait un excellent job, par exemple. Mais je suis pas Tim Cook, je serai jamais Tim Cook. Quand tu dis à 3 mois, c'est parce qu'il y a cette obligation de communiquer Tous des les 3 résultats. mois, tu dois faire un bilan, grosso modo. Tu dois annoncer tes résultats des trimestres, expliquer où tu en es, de ta croissance, etc. Et donc, ça interdit pratiquement tout investissement à long terme, sauf si, comme les grosses boîtes, tu as énormément de capitaux. Mais tout d'un coup, ta capacité à lever des fonds, c'est que le marché public. Si tu annonces trop de choses dans le futur, mais avec peu de résultats à court terme, ton action dégringole et donc tu peux pas trouver de l'argent. C'est juste une antithèse par rapport à la start-up. Mais tu l'as fait quand même, c'est quoi qui te... Bah, j'ai pas eu le choix. White Pine, au départ, est allé en bourse. Moi, j'étais juste un employé dans le management. Et puis après, oui, bah, c'était un défi. J'avais envie d'essayer. J'ai apprécié l'apprentissage. Je regrette pas de l'avoir fait. J'ai juste découvert que c'est pas quelque chose que je voudrais refaire. C'est marrant d'ailleurs à chez Totem, en rigolant, j'ai dit si jamais on va en bourse, je serai pas le PDG. Et tu continuais de coder ou pas du tout? Alors, j'avais arrêté de coder 2 ans après que je suis... parce que quand on a monté notre start-up, mes associés m'ont dit, bon, t'es le seul qui comprend quelque chose à la finance, à la gestion de boîte, donc tu y colles, t'es PDG. Et, pendant une année, j'ai essayé de coder à côté, mais au bout d'un moment, surtout quand je suis parti en Silicon Valley, ça devenait impossible, j'avais trop d'autres boulots, et j'ai grosso modo arrêté de coder pendant 35 ans, grosso modo. 35 ans, Non, t'es resté combien de temps aux États-Unis? Je suis resté au total 21 ans. 21 ans. 17 ans Silicon Valley, 4 ans New Hampshire. Si tu dois retenir qu'une seule chose de ces 21 années, tu retiens quoi? Ou ton plus grand apprentissage? Mon plus grand apprentissage, c'était la différence de vitesse à laquelle les choses se font, comparé à ici. Alors ça s'améliore, mais Ils vont moins vite là-bas ou non, on non, ils commence vont à beaucoup plus s'accélérer? vite. Ça va beaucoup plus Non, quand vite. tu dis ça s'améliore, ouais. Ici, ça s'améliore, mais par exemple, quand je suis rentré en Suisse, j'avais pas de réseau. Parce que quand je suis parti, j'avais 27 ans et j'étais plutôt un développeur qu'un businessman. Donc j'avais un super réseau aux États-Unis, zéro réseau en Suisse. Donc j'ai commencé à aller voir les Seed Nights de l'EPFL, aller dans les dîners de Business Angels of Switzerland, juste pour me refaire un réseau. Et j'étais choqué par le fait qu'ils jouent petit. Alors, je devrais peut-être pas le dire publiquement, mais ils jouent petit. Ils mettent toujours des tout petits fonds. C'est très très dur pour une start-up de décoller. Parce qu'on lui donne juste de quoi survivre. Aux États-Unis, si tu as une bonne idée, s'ils croient dans ton idée, s'ils croient dans toi, ils vont te donner les moyens de le faire. En Suisse, c'est uniquement quand tu commences vraiment à décoller qu'on va commencer à te donner plus d'argent. Et tout le monde en parle d'ailleurs presque avec fierté de cette vallée de la mort. On te donne un peu de seed money, puis après, soit tu arrives tout seul à gagner de l'argent, soit probablement tu vas disparaître. Et je comprends pas cette mentalité de l'investisseur parce qu'il va perdre son argent. C'est quelque chose d'étonnant. Ça, c'était jamais le cas aux États-Unis. J'étais PDG, alors White Pine, que j'avais renommé CUCME, j'avais racheté les droits de Cornell University, et je me souviens que je négociais avec une énorme boîte, GE Capital, qui était le bras capital de General Electric, n'existe plus. Et j'ai négocié pendant 6 mois, un peu moins, un investissement de 25 millions de dollars. Et il n'y a pas de discussion sur est-ce que vous êtes... enfin, je parlais déjà mieux l'anglais, mais est-ce que vous êtes américain, etc. Qui vous êtes? C'est le projet a l'air intéressant, on va y aller. Alors, ils ont fait beaucoup de due diligence, mais il n'y avait pas de on va mettre 1 million et puis on va voir comment ça se passe. C'est on met 25 millions ou on met rien. Et évidemment, avec ça, ça nous a permis de vraiment décoller. Ok. Et tu penses que c'est quoi? Est-ce que c'est le mindset des investisseurs qui, ici, veut toujours, si je reprends tes mots, on peut payer pour voir? Ou est-ce que c'est le mindset des entrepreneurs
qui disent, enfin, dans un précédent épisode, je parlais avec Adam Saïd, qui est un investisseur ici, et qui dit que quand il est aux États-Unis, les gens disent ah, moi je vais concurrencer Google, et quand il rentre en Suisse, il a jamais rencontré une fintech qui dit ouais, moi je vais démonter UBS. Donc il dit qu'il y a aussi une différence de mindset. C'est clair, c'est ce que je dis, c'est le sky is the limit aux États-Unis. Et donc pour toi, tu dirais que c'est à cause de cette situation où il y a peu d'argent pour le capital risque. C'est la faute des investisseurs. C'est la faute. C'est la responsabilité des investisseurs qui veulent payer pour voir, ou c'est la responsabilité des entrepreneurs qui n'ont pas des projets at scale et pour garantir des retours x100 à leurs bailleurs de fonds? Je pense que c'est les deux. C'est un écosystème qui n'est pas encore assez mature. Alors, c'est sûr, il y a une mentalité suisse de je dois gagner au moins ça, je veux pas travailler plus d'heures que ça. Ça n'existe pas en Silicon Valley. Par exemple, pendant la crise de 2007 des subprimes, j'avais des gars qui m'appelaient, qui me disaient je suis en marketing. Je dis, désolé, là, on peut pas. Il me dit, non, mais je viens bosser chez toi, 6 mois gratuits. Et tu me dis ce que tu penses de moi. Et puis après, on discutera de combien tu vas me payer. Ça, c'est une mentalité qui n'existe pas ici. D'accord? Donc, il y a un désir d'investir de l'employé. Au Silicon Valley, les gens travaillent 60-80 heures minimum. C'est la norme. D'accord? Il n'y a pas de 40 heures. En fait, légalement, il n'y a même pas un nombre d'heures définies par semaine. Donc, il y a une énergie de l'employé ou du fondateur qui consiste à dire je vais mettre les moyens, le temps qu'il faut pour le faire, qui est moins existante ici. Le problème que moi j'ai vu rapidement en Suisse, c'est soit des petits business angels qui prennent pas de gros risques, qui n'ont pas de gros moyens, et la plupart des VC en tant que tels, en fait, n'investissent pas ou peu en Suisse. Ils préfèrent aller investir direct aux États-Unis en s'attachant à un grand investisseur américain parce que c'est plus facile. Et du coup, il n'y a pas vraiment ces moyens. Enfin, j'en veux pour preuve, quand je suis rentré en 2014, après 2 ans, j'ai d'abord fait un peu de mentorat et puis j'ai suivi une start-up qui marche bien, Technis, mais ça a été une galère infinie. Alors, il trouvait tout le temps, Victor, qui est un gars avec une énergie de folie, il trouve de l'argent, mais il trouvait tous les mois 50 000, 100 000. Il passait son temps à chercher de l'argent. Alors, je disais, mais c'est une folie, tu devrais gérer ta boîte, tu devrais pas être en train de chercher de l'argent. Mais personne voulait lui donner 1 million ou 2 millions, de quoi avancer pendant une année ou deux. Maintenant, ça va mieux parce qu'il a établi qu'il a une vraie crédibilité, qu'il a un vrai produit, mais il aurait pu disparaître 10 fois dans ce processus. Okay. Merci. Et au bout d'un moment, pourtant, tu rentres en Suisse. Pourquoi tu rentres? Alors, je rentre parce que c'était le tour de ma femme de choisir. Ok. Et elle m'a suivi partout. Elle est née à Genève. Avec moi, elle est partie dans le sud, après la Californie, après le New Hampshire, de retour en Californie. Et donc un jour, j'avais pris un job dans une grosse boîte, Avaya. J'étais responsable de toute la stratégie visio. Et puis j'ai démissionné après un peu plus d'une année parce que j'ai compris que la seule chose que j'ai appris, c'est que je devrais jamais bosser pour une grosse boîte. Et puis j'ai dit à ma femme, écoute, voilà, je vais démissionner, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, je rentrerai bien. Je dis, bon, d'accord, on rentre. Mais je suis arrivé sans projet. Il y avait un projet parce que j'avais un ami qui avait monté une start-up qui m'avait dit, viens gérer la boîte, je m'occupe de la techno. Malheureusement, il est décédé à peine 2 mois après que je sois arrivé, etc. Donc, je me suis retrouvé un petit peu, pour être honnête, un peu perdu, parce que pas de réseau, l'énergie, je la voyais pas comme avant. Déçu quand t'arrives? Non, pas déçu du tout. C'est juste trouver ses marques. Okay. C'est plus ça. C'est un monde différent, d'accord? Alors, en Silicon Valley, si je quittais un boulot après une acquisition comme ça, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et là, personne n'appelle parce que personne me connaît. D'accord, donc c'est un peu bizarre et tu dois t'adapter à cette situation-là. Comment t'as fait? Comme j'ai dit, j'ai passé d'abord du temps à juste faire du networking, ensuite à faire un peu de mentorat. J'ai travaillé
Technis, j'étais mentor. Ensuite, j'ai investi un peu. Ensuite, j'étais CTO à temps partiel pour aider son équipe à productiser le produit qu'ils avaient. Et puis, entre-temps, ça faisait un moment que l'idée de monter une salle d'escalade me trottait dans la tête, enfin une chaîne d'escalade, parce que l'escalade était une passion et puis que j'avais été un client assidu des salles aux États-Unis qui avait explosé. Je me suis dit, bah, tiens, voilà un business qui est différent, ça va me rafraîchir un peu les neurones, je vais faire quelque chose d'autre. Pourquoi pas démarrer ça? Et mais pourtant, on est quand même en dehors de, j'allais dire, ta zone de... Alors, peut-être pas ta zone de compétence, mais en tout cas, ta zone d'expérience, parce qu'il n'y a pas de software, il n'y a pas de code. Alors, au départ, On est sur du low-tech. c'est du low-tech complet, c'est radicalement différent. C'est du marketing local à la place du marketing global. C'est des marges très basses comparé, donc tu dois faire très très attention constamment à des marges. T'as des gros salaires, t'as des gros loyers. Euh, Ouais. mais mais pour moi, c'est le défi. C'était c'est un segment qui m'intéressait. Euh, c'est la première fois que ma famille comprenait ce que je faisais dans la vie. Jusqu'alors, j'étais juste le gars qui travaille dans les ordinateurs. Tout d'un coup, tout le monde venait voir les salles, disait ah ouais, on voit ce que tu fais. Donc ça a un côté assez sympa. Et puis, bah, il fallait apprendre le marketing local, faire mon premier site web, je n'avais jamais fait. Il me fallait un site web, je l'ai fait. Gérer la boîte avec du Google Sheet parce que on n'avait pas les moyens d'acheter une énorme quantité de logiciels sophistiqués, etc. Et donc, de revenir vraiment aux sources, de tout faire soi-même avec mon associé. On se partageait le boulot. Lui, il était plus dans la construction des salles, etc. Et puis moi, dans ben, c'est quoi notre offre, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est le client, etc. Et construction des salles, pas Mmh. de la salle. Mmh. Dès le début, quand tu te dis, bah, je vais me lancer dans cette aventure, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, bah, je vais monter ma petite salle et puis comme ça m'occupera, puis je serai derrière le guichet ou derrière le bar. Je caricature un peu. Ou dès le début, tu te dis, non, mais moi, Alors c'est go big or marrant. go home. Pour la petite histoire, on n'a pas fondé la première salle. Elle a été fondue par un jeune gars à Gland et ça marchait pas. Ça s'appelait déjà Totem. Ça s'appelait déjà Totem. On a gardé le nom et le logo. Et une personne que je connaissais avait investi dedans, m'en avait parlé, j'avais été visiter, ça m'emballait pas du tout. Et puis un jour, il m'a rappelé en me disant, écoute, ça va pas, on est dans la merde, on a grillé tout l'argent, qu'est-ce que t'en penses que ce que je devrais faire? Et un peu totalement dans l'instant, je l'appelle et je lui dis, tu cherches pas un associé par hasard? Et puis on a démarré ça, Arthur nous a rejoint tout de suite au début parce qu'il avait construit le mur central. Et puis on est parti comme ça. Et on a eu un fameux meeting où la discussion c'était est-ce qu'on fait juste cette petite salle, on la rénove, on rajoute quelques murs? Et moi je leur dis, moi je vois pas mon futur servir des bières les 10 prochaines années, c'est pas moi. Arthur me demande qu'est-ce que tu veux faire? Je dis moi c'est une chaîne ou rien, ça marche pas, c'est pas grave, mais je veux faire quelque chose de plus ambitieux. Pourquoi? Parce que c'était le défi business. Enfin, déjà, une question qui est assez marrante, c'est que, par exemple, quand j'allais dans les dîners de Business Angels, puis dans ces dîners, c'est un peu bizarre parce que tu manges et les startups présentent, j'ai jamais compris ce concept. Et puis quand c'est le dessert, ils partent et on discute de ce qu'on fait. Alors, on me demande ce que je fais. Et puis je leur dis, ben, je gère des salles de grimpe. Et invariablement, on me répond, mais il n'y a pas les multiples. Je dis, alors d'abord, c'est pas vrai. C'est juste pas les mêmes. C'est pas la même mesure de multiples Que pour du software, tu que dis? pour du Ouais. software. Exact. Parce que tout le monde se met dans la tête que bah, tu peux faire 10, 15 fois ta mise ou plus en investissant en informatique, alors que salle de grimpe, ça va pas. Et c'est assez marrant parce que mes premiers investisseurs, je les ai trouvés comme ça en leur disant, OK, je peux pas vous promettre 10 fois la mise, mais je peux probablement faire 4 à 7 fois la mise, mais moi, je suis déjà profitable. Donc, je suis une start-up, mais je suis déjà profitable. Et là, tout d'un coup, les oreilles se dressent. Ah, c'est intéressant ce que tu fais, etc. Mais au départ, les gens se demandaient, mais pourquoi tu fais ça plutôt que diriger une boîte? Alors, bon, je suis pas tout jeune. J'ai pas du tout l'intention d'aller à la retraite, mais en même temps, j'avais envie de faire ce que j'avais envie. Et puis, à ce moment-là, c'était de monter des salles d'escalade. Ok. Avec une idée derrière, parce que quand tu étais avant dans les boîtes de software,
Il y a cette idée de croissance, j'imagine, qui revient encore plus. Alors, si tu dois tous les 3 mois présenter tes chiffres, mais il y a aussi cette notion de rentabilité où elle n'existe pas dans ce monde-là. Dans ce monde de la Silicon Valley, on s'en Ah, fout de la rentabilité, on veut que de la croissance. alors ça dépend. Au niveau des startups, c'est surtout la croissance. C'est quoi ta définition de startup quand tu dis startup? C'est c'est early stage, quand tu as pas de produit ou tu commences à avoir un produit, on se moque de ta profitabilité. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est est-ce que tu peux démontrer que tu prends des parts de marché? Alors, bien sûr, ils veulent se convaincre que ton business model va scaler. Donc, à partir d'un certain moment, tu vas gagner assez d'argent pour générer un profit. Mais l'objectif principal, c'est de créer de la part de marché. Même quand tu es en bourse? Quand tu étais dans... Alors, quand tu es en bourse, Non. c'est différent. Ok. C'est ça le problème. D'accord? Parce que quand tu es en bourse, tout change. Tu as deux types d'investisseurs qui achètent des actions. Soit des institutionnels, des gens qui mettent des gros tickets dans ta Des boîte. fonds de pension, des banques. Exact, voilà. Soit beaucoup de retail, Monsieur, madame, madame, tout le monde, qui souvent ne savent pas du tout ce que tu fais. J'ai eu des situations mais ahurissantes où quand il y a eu le crack de la bulle Internet, on t'appelle et le mec me dit j'ai investi un demi-million chez vous. Et puis ça va pas. Alors, moi j'essaie de commencer à expliquer, oui, voyez la conjecture. Il me dit non mais c'est bon, hein, j'ai pris le risque, pas de problème. Mais j'ai besoin de comprendre ce que vous faites maintenant. après avoir mis un demi-million. Après avoir mis un demi-million, parce qu'il a uniquement investi sur le trend. Alors pour la petite histoire, CECMI, début septembre 1999, on est à $2 l'action. Je négocie avec GE Capital. Début décembre, j'ai un dernier meeting avec GE Capital où ils me disent ça commence à venir très cher parce qu'on est à 15. Et si ça continue à monter, on va pas investir parce que ça devient trop riche. Donc j'accepte de geler le prix. On est début décembre parce qu'ils ont encore besoin de faire quelques semaines de due diligence. On signe le contrat, c'est pas une blague, le 31 décembre 1999, l'action est à 33. Donc maintenant, je me fais incendier par mes actionnaires parce que j'ai accepté de recevoir un investissement à $15 alors que j'aurais dû le faire à 33. Mais j'allais jamais le faire à 33. Et en mars, l'action est à 50. Et donc, énormément de gens investissaient purement sur le trend. C'est la oh, t'as vu la boîte là, elle décolle, on met de l'argent dedans. Quoi. Et ça doit être bien, d'accord? Et en fait, ils savent pas dans quoi ils investissent. Et c'est problématique parce que quand tu essayes d'expliquer ta vision, où tu vas, etc., en fait, ça les intéresse pas. Alors, je généralise parce que, évidemment, mais surtout, alors nous, on avait beaucoup de retail, et le retail, c'était compliqué. C'est des gens qui ont juste mis de l'argent parce que leur broker leur a dit de mettre 10 000 balles chez CECMI. Et c'est compliqué de leur expliquer qu'en fait, tu veux créer quelque chose de plus ambitieux, de différent, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai pas trop envie de redevenir PDG d'une boîte cotée en bourse. Ça m'intéresse plus. Alors, raconte-nous Totem. Donc, tu démarres Totem. Enfin, voilà, il y a cette aventure où peut-être que la boîte de gland, c'est pas ce qui se passe. Tu dis, en fait, moi, je viens dedans. Ouais, je suis venu dedans en juillet 2016. Tout de suite avec cette vision d'avoir Ah, des totems. Ouais, on a eu un petit rendez-vous avec les 3 plus quelques actionnaires potentiels. Et moi, j'ai tout de suite dit, si vous voulez faire juste une petite salle, C'est pas moi. grand bien vous fasse. Moi, je ferai pas partie de ça. Arthur, lui, était totalement excité. Tu veux faire quoi? Ah, tu veux faire une chaîne? Ah moi, je suis dedans. Et puis, on s'est retrouvés comme ça, à monter ça. Le 3e actionnaire, lui, est reparti parce qu'il était banquier. Il n'avait pas envie d'abandonner son salaire de banquier, donc voilà. C'est respectable, hein, chacun son truc. Et Arthur et moi, on s'est mis à fond 100% dedans sur l'affaire. Au début, sans salaire. Et au bout d'une année, on se paye un petit salaire, et puis voilà. Avec donc, quelle ambition? Parce que être une chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'en veux 3 ou j'en veux 30? Je veux être de Gibraltar à Oslo? C'est quoi le... Alors c'est justement là où je pense ma façon de voir Silicon Valley, c'était
moi, j'avais pas de limite. OK, on est à 6, il y a plein d'explications, mais je voyais parfaitement qu'on pouvait être à 15 ou 20, et puis que la Suisse romande, c'était un bon départ, ensuite la Suisse allemande, ensuite pourquoi pas la France, c'est un marché très fourni en salles de grains, pourquoi pas l'Italie ou l'Allemagne. Je me mettais pas ces limites. Ça veut pas dire que j'avais un plan détaillé sur comment j'allais accéder à tous ces pays, mais il n'y avait pas de limite. Et Ok. c'est ça qui est excitant. Et donc on a monté, enfin on a repris Gland, on l'a fermé 2 mois pour reconstruire, on l'a rouvert le 16 septembre, donc 12 septembre, pardon, donc 10 ans le 12 septembre. Ok, 2016. Ouais, grosse festivité prévue. Et une année, enfin 2 ans après, on avait ouvert la 4e salle. Ok. Et donc, vous vous êtes servi de Gland comme étant une espèce de laboratoire pour tester ce qui marche et ce qui marche pas, et ensuite go big ou tout de suite Alors c'est exactement ça, parce que au départ, on avait mis un peu de nos propres fonds, mais surtout on avait obtenu des prêts bancaires. Alors les banques en Suisse, il y en a beaucoup qui nous ont juste rejetés. D'accord. Petite histoire, je peux en parler maintenant puisqu'ils n'existent plus vraiment, mais mon beau-frère était porte-parole du Crédit Suisse. Et donc il n'est pas banquier, il m'obtient un meeting et j'arrive au meeting, on marche vers la salle de conf et le gars me dit on fera pas. Je dis mais je peux quand même vous présenter mon business plan. Non, vous n'avez pas 3 ans d'historique, on fera pas. Bon, j'ai quand même fait mon plan, il a quand même pas prêté de l'argent, mais j'ai finalement trouvé une banque qui nous a prêté de l'argent, l'UBS étonnamment, qui apparaît. Enfin, c'est une question de relationnel. Enfin, on a cliqué avec la personne en face, et puis après, il fallait montrer qu'on faisait des preuves. Mais comme on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires de Gland pratiquement du jour au lendemain, ils étaient prêts à nous prêter un peu plus d'argent. pour ouvrir la deuxième. Pour ouvrir, alors on a fait Vevey et Versoix presque en même temps. On a obtenu un prêt garanti, cautionné par le cautionnement roman aussi. Et avec ça, on a fait Vevey et Versoix. Et puis on a levé une petite levée de fonds parce que ça allait trop vite et les besoins de financement étaient énormes pour faire Écublanc. Parce que peut-être que pour celles et ceux qui sont déjà allés dans dans tes salles, ils visualisent assez bien. Pour celles et ceux qui sont pas allés, ouvrir une salle d'escalade chez toi, tu dois financer quoi? Tu dois financer les murs, des vestiaires, c'est quoi? Alors, en général, on loue un local qui est vide, généralement industriel, parce qu'on a besoin de grosses surfaces, à des loyers raisonnables. Quand je dis raisonnable, c'est pas du tout raisonnable, mais c'est des loyers, on va dire, raisonnables. Comparativement à Comparativement. la rue du Rhône ou la place de Voilà, Beauvoir-Lausanne, exactement, d'accord. Et puis après, tu payes au mètre carré. Alors, nous, on avait un avantage, Arthur étant dans la construction, une grande partie de la construction, c'est lui qui faisait tout le design, même une partie de la construction lui-même. Et puis après, on devait financer la construction des murs. Il y a des sociétés spécialisées. Nous, on travaille beaucoup avec une société en Bulgarie qui sont vraiment rodées là-dessus et qui arrivent à produire à bon prix. Mais une toute petite salle comme Gland, on rajoute un mur, ça coûte pas grand-chose. Une grande salle comme celle de Vernier, énormément plus. On va dire un fois 20. Ok. D'accord. Et le loyer aussi. Enfin, parce que les salles d'escalade moderne, c'est 1500-2000 mètres carrés. Avec le prix du loyer à Genève, même dans l'industriel, tu imagines les loyers qu'on paye par mois, plus le financement au départ. Donc on doit financer les murs, les travaux et le fonds de roulement, parce que ça décolle pas forcément du jour au lendemain. Ok, ça marche, merci bien. Et ça, vous le financez beaucoup, tu nous dis donc avec de la dette bancaire. Alors, historiquement, on a fait presque exclusivement à part notre mise de fonds et une petite levée de fonds, on a presque tout fait avec de la dette bancaire. Et puis, comme on arrivait à très rapidement rendre les choses rentables, ça semblait être un bon plan. Après, le Covid est arrivé et puis on s'est aperçu que d'être 100% dépendant de dette bancaire, c'était quand même risqué, puisqu'ils nous ont gelé toutes nos dettes, ce qui était très bien pendant la période où on était fermé. Par contre, on s'est retrouvé pendant 2 ans et demi à rembourser des dettes qu'on n'aurait plus dû avoir. D'accord. Si ça avait été un investissement, ça aurait pas été un problème.
parce qu'il n'y avait pas besoin de le rembourser. Et donc aujourd'hui, on cherche plus pour la continuation un mélange. On va pas faire que de l'investissement, mais un mélange entre dette et investissement. De mémoire, je sais plus en quelle année, mais vous ouvrez Mera. Et là, vous faites un crowdfunding un crowd investing ou non, un Crowdfunding, crowdfunding. ouais. Donc les gens prennent pas de part sociale de l'entreprise, mais tu leur prévends un abonnement ou genre de choses. Exactement, ouais. Ça, tu peux nous en dire 2 mots? Déjà, pourquoi ce modèle-là? Et puis, est-ce que c'est bien pour une Alors, salle d'escalade? Mérin, à la fin, c'était une success story, mais c'était complètement improbable parce qu'on avait signé le bail une année avant le Covid. Parce que c'était un bâtiment en construction. D'accord? Et je me souviens, janvier 2021, on est encore fermé pour le Covid. Euh, la société m'appelle, me dit voilà, les clés sont là, c'est comme tu veux, tu rentres. Donc, Et tu commences à payer de loyer. Donc. non, non, non. Ah, Heureusement, on a toujours négocié qu'on payait plus tard. D'accord? Et je vais voir la banque qui, évidemment, me dit jamais de la vie, puisqu'on était fermé, on n'avait pas de chiffre d'affaires à ce moment-là. D'accord? Mais j'avais pas envie de l'abandonner, donc j'ai repoussé la chose autant que je pouvais jusqu'à fin mars. Ils m'ont toujours refusé. On a commencé à financer sur notre cash flow. C'était risqué. On pouvait vraiment tout perdre sur ce coup-là, parce que c'était des gros investissements. On parlait à l'époque, 1,5 million à investir. Quand on a été fermé pendant 7 mois et demi complètement et 3 mois et demi partiellement, ça fait beaucoup d'argent, d'accord? Et puis, en fait, j'ai été revoir la banque. J'ai été voir d'autres banques qui m'ont dit non, évidemment, et j'ai été revoir ma banque en disant, après 3 mois d'ouverture, en disant, regardez, on est déjà à 10-15% en croissance. Et là, ils m'ont dit, OK, si, et c'est la première fois qu'ils m'ont demandé, si vous arrivez à obtenir 40% de garantie de la FAE, on le fait. Et en un mois, j'ai obtenu la garantie de la FAE. Et La donc, FAE, c'est l'antenne genevoise de cautionnement roman. exactement, ouais. Ouais. Mais ils ont été très très vite puisque j'ai fait ma demande début septembre et début octobre, ils avaient accepté. Et du coup, notre banque nous a remboursé tous nos investissements, plus tout ce qui restait à payer. Enfin, nous a financé tout ça. Et puis, on a pu partir d'une bonne façon. Mais on avait fait ce crowdfunding parce que on pouvait pas parier sur le fait, puisqu'on ouvrait en septembre, je ne savais pas que j'allais obtenir le prêt bancaire. Donc, on cherchait à obtenir autant d'argent que possible pour essayer de survivre si on n'avait pas de financement. Et le crowdfunding, c'était une des idées qui a très bien marché, puisque je crois que c'était le plus gros crowdfunding de cette société en Suisse romande. On a levé plus de 260 000 francs. Donc en prévendant des abonnements. En prévendant des abonnements, en vendant des abonnements à vie. Et les gens étaient sympas aussi parce qu'ils avaient envie d'aider. Des gens qui achetaient des abonnements à vie pour leur gamin de 3 ans. Donc c'était sympa. C'était une façon vraiment sympa d'aider la boîte. Et puis ça nous a permis de partir vraiment bien. Et puis très rapidement, ma Mérin a super bien tourné. Cool. Mais dans ces salles, c'est pas juste une salle d'escalade où je fais mes exercices et puis je me casse. C'est bien plus que ça. Alors dans mon business plan, j'ai un slide qui est en noir et blanc et c'est le slide sur le fitness parce que c'est l'antithèse de Totem. Alors, c'est pas une critique, il y a des gens qui aiment ça et il n'y a aucun problème, mais dans un fitness, et le trend ne va qu'en s'empirant, selon moi, l'humain disparaît parce que ça coûte cher d'avoir des employés, etc. Et donc, si on regarde l'évolution des Let's Go, etc., vers les non-stop fitness, etc., en fait, on élimine l'humain. Presque tout est automatisé, tu peux venir quand tu veux, tu mets tes écouteurs quand tu es là. Les quelques fois où j'y étais, parce que je me suis déchiré des ligaments dans une épaule, je vais faire de la rééducation, j'étais surpris par le fait que très peu de gens se parlent dans un fitness. Ils sont tous dans leur exercice, dans leur petit monde. La salle d'escalade, c'est différent. On essaye de créer un espace de vie. On a un bar, on est complètement multigénération, puisqu'on a des enfants de 1 an et des adultes jusqu'à... Je grimpe encore. Voilà. Et puis on essaye de créer cette émulation et des gens qui viennent parce qu'ils sont grimpeurs et des gens qui viennent pour découvrir quelque chose. C'est des contracts, ça s'aide, on vient entre potes, on vient entre familles. Et c'est vraiment cette ambiance sociale et espace de vie qu'on essaye de créer. En fait, on appelle ça le 3e espace de vie entre la maison et le boulot.
J'avoue que j'ai volé ça un petit peu à Starbucks. Starbucks, mais qu'il avait abandonné, donc c'était de bonne guerre. Mais parce que ça représente exactement, les gens viennent soit de la maison avec leurs gamins à la fin de l'école, ou bien du boulot avant de rentrer à la maison, et c'est ces moments, 1, 2 heures, où tu passes du temps. Si tu veux le faire tout seul, tu peux, mais en général, tu viens avec des amis, et c'est un bon moment de décontraction et de vie sociale. Ok. Il y a d'ailleurs des espaces que pour les enfants hein, aussi. Alors ça, c'est la grande différence totem. C'est, en fait, le problème était simple. Au tout début de Gland, on se tape tous sur les épaules. On dit, c'est incroyable, on fait x3. Et arrive le premier été, et puis il y a rien. Entre mai et août, personne vient dans les salles d'escalade. Parce que ceux qui grimpent, ils vont dehors, c'est Parce ça? que ceux qui vont vont dehors, parce que honnêtement, Gland, c'était en plus pas du tout ventilé, donc il faisait une chaleur infernale. Et donc, assez rapidement, je me dis, il faut que je trouve quelque chose à faire pendant ces périodes d'été. Et du coup, on a vraiment investi très, très agressivement dans les enfants, que ce soit les fêtes d'anniversaire, que ce soit les cours semestriels ou annuels d'escalade, et surtout les camps de vacances. Là, on va avoir plusieurs milliers d'enfants qui commencent à partir de lundi, Plusieurs milliers. plusieurs milliers sur l'été, ouais. Ok. Et ça fait que l'été, qui était une catastrophe, est devenu un des meilleurs trimestres de l'année. Voilà, Grâce à ces camps. grâce à ces camps. Et ça, c'est quoi? C'est une hypothèse que tu te dis, ah bah tiens, on pourrait faire ça? Ou bien c'est parce que toi-même, tu avais des amis qui avaient enfin, des enfants en bas âge qu'il fallait occuper? Comment tu Alors, comprends qu'il y a quelque chose l'idée, là? alors, c'est typique start-upper, parce que, comme je dis à tout le monde, Totem, c'est une start-up. Elle s'appelle juste pas Totem Network. Et donc, on cherche constamment des idées. On regarde ce que d'autres gens font en Suisse ou ailleurs. On voit les sites, les Business Connect. Il y a plein de business pour les enfants, etc. Et puis, il se trouvait aussi que mon associé avait deux petites filles, puis qui cherchait des crèches, et que c'est impossible à trouver les crèches. Et en fait, c'est pas du tout donné. Et en discutant, on se dit, mais voilà ce qu'il faut faire. On va pas être une crèche parce que ça, c'est catalogué très spécifique, mais on a un lieu qui est parfait pour les camps. Et à la place de la crèche, on va accepter les enfants de 8h30 à 14h30, à 16h30 dans nos camps de vacances. Et au fil du temps, ça a évolué parce qu'au début, on les gardait dans la salle. Maintenant, c'est des camps multisports. Ils vont en demi-journée à l'extérieur faire du paddle, de l'acrobranche, etc. Mais ça, c'est l'évolution au fur et à mesure de le rendre de plus en plus attractif. Mais au début, l'idée venait il y a un marché, il y a une possibilité parce que les crèches, il y a une demande folle qui n'est jamais répondue et donc il y a de la demande qu'on peut acquérir. Et ça a décollé. La première année, on avait 80 gamins, la deuxième 500, la troisième 1000. Ça a décollé à une vitesse folle. Ok. J'entends ce côté start-up où et quelque part un peu enfin, ébullition ou émulsion d'idées, je ne sais pas Mhm. quel est le bon mot. Euh, Néanmoins, moi qui suis allé quelques fois dans tes salles, euh, je trouve qu'il y a quand même toujours une certaine cohérence. Puis là, on l'entend quand même, bah, ça tourne quand même autour de la grimpe, mais pas que. Comment tu fais pour garder un cap entre justement, enfin voilà, Totem, il y a une identité, il y a quelque chose, et puis sans arrêt innover. Alors ça, c'est un très gros défi. D'accord? Parce que déjà, par exemple, quand tu amènes les enfants, forcément, il y a une population d'adultes que tu fâches. Il y a ceux qui n'ont pas d'enfants et puis qui voudraient bien qu'il n'y ait pas d'enfants dans la salle. Et puis on leur explique gentiment que ben, malheureusement, on peut pas faire autrement, sinon ben, il n'y aura pas sa salle non plus parce qu'elle n'existera pas. Et puis voilà. Et ça, tu leur dis? Oui, oui, certains clients qui sont très agressifs, je leur dis, oui. Ok. Le plus drôle, c'est on a racheté le mall, qui est maintenant Totem Vernier, et ils avaient vraiment ciblé principalement ce marché de grimpeurs. Et donc j'avais des gens qui venaient me dire, vous allez pas transformer ça dans un espace commercial, c'est une salle pour des professionnels. J'ai dit, oui, 3000 mètres carrés pour des professionnels, ça va être dur à justifier quand même. Et donc oui, bien sûr qu'on l'a transformé, parce que sinon, bah, ça ne marchait pas et ça n'allait pas marcher. Alors tu es obligé parfois d'expliquer aux gens ce que tu fais. On évolue aussi en changeant, au fur et à mesure qu'on crée des nouvelles salles, on sépare les espaces pour que tout le monde y retrouve son compte. C'est une façon de le faire aussi, de façon claire. Et après, il y a quand même un fil conducteur. On veut pas aller faire... alors,
trampoline, on l'a un peu hérité parce que ça venait du mall, mais on veut pas les. C'est à la mode maintenant du paddle. C'est pas notre métier du tout, d'accord? Notre métier, c'est un sport social, un petit peu euh, qui fait peur, mais pas vraiment, et donc ou qui travaille l'équilibre, la force, etc. Donc oui, par exemple, maintenant on fait du enfin, des équipements Ninja Warrior. On reste dans tout ce qui reste dans ce sport d'action. Ok. Et on se force à trouver des variantes là, parce qu'il y a de quoi faire, mais de pas aller dans tous les trucs à la mode. Merci. Et donc ça c'est explicité. Vous avez des discussions, on se dit ah tiens on pourrait faire ça, ah bah non on peut pas le faire parce que C'est pas qu'on a des règles strictes, c'est qu'on débat d'une idée et on se pose la question si ça va faire partie de notre logique. Entre parenthèses, je vais être clair, c'est pas une critique. Il y a des gens qui vont investir dans des tas de choses, mais pour nous, il y a aussi ce côté, est-ce qu'on s'y retrouve? C'est quand même un business de passion, plus que juste un business. C'est un business, il faut que ça tourne, ça coûte cher, il faut le faire tourner, mais c'est avant tout de la passion. Perso, j'ai pas beaucoup de passion pour du paddle ou des choses. C'est pas mon truc. Donc, je vois pas ou que je sais pas moi. C'est vraiment pas mon truc. L'escalade, ça me parle. Le ninja, je comprends. Donc ça me fait plaisir. J'aime bien la mentalité qui va avec et ça me convient. ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui il y a six espaces, six salles. Mhm. Euh, à peu près il y a combien de personnes en tout entre les camps, alors pas forcément tes clients mais plutôt On sur arrive à près d'un demi-million de visites par année. ok, Alors c'est pas des clients, hein, c'est de visites. visite, D'accord? 2 millions de personnes, ok. Ouais. Et en termes de employés, partenaires, Les employés, c'est quelque chose d'assez drôle parce que les gens s'affalent quand je donne le chiffre. J'ai 140 employés. oui, D'accord? Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que la plupart sont à temps partiel. Profs de yoga, travaillent quelques heures à l'accueil, font les camps, etc. Donc, en plein temps équivalent, j'ai à peu près 50 employés. D'accord? Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est plus compliqué à gérer que 140 employés fixes. Parce que je ne sais jamais qui est où à faire quoi. Un même employé peut être une après-midi à Versoix à la réception et ensuite aller donner des cours à Vernier d'escalade. D'accord? Et donc, si j'ai pas un outil de suivi de shift, de planning, c'est impossible de savoir qui fait quoi, à quel moment, à quel endroit. et tu as un outil de suivi de gestion de planning. Ah ouais, oui. Et parce que j'imagine que quand on est ingénieur software dans les années 80, 80 et puis ça, aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, tu fais quoi? Tu le codes toi-même? Tu fais le tour du marché pour regarder quel est le bon logiciel? Tu fais quoi? Alors, c'est un mix des deux. Parfois, il y a un logiciel qui est à un prix abordable et qui fait exactement ce qu'on veut. Alors, entre parenthèses, la gestion des chiffres, du planning, c'est un logiciel cloud qu'on utilise. Ensuite, au début, comme je disais, je faisais beaucoup de Google Sheet. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec de Google Sheet. Et bien avant l'IA, j'avais découvert les applications no-code qui te permettent de créer des apps assez rapidement. Donc j'avais créé notre propre app de gestion de ressources humaines parce que rien dans le marché ne gérait le type d'employés qu'on a avec autant de variables. Et puis, depuis 2021, il y a l'IA, je m'y intéresse, je code un tout petit peu, mais c'était pas très sérieux. On pouvait pas faire de gros projets. Et puis, depuis avril, je réessaye le même outil que j'avais essayé une année avant, et tout d'un coup, ah oui, mais là, c'est le jour et la nuit. Et depuis, je réécris toutes les apps. Je lançais un nouveau site web, Totem, il est 100% codé avec de l'IA. J'utilise plus de plateformes existantes. Je gère toute la partie ads, etc. C'est complètement géré avec l'IA. Je réécris mon app de RH, mon app d'inventaire, une app pour les clients pour évaluer les blocs. Euh, Toute la gestion des camps, c'est 100% écrit. C'est incroyable. J'écris dans des langages que je comprends un peu, parce que si on a fait du C++, on comprend JavaScript, mais je connais pas l'environnement. Ça fait 35 ans que ça a quand même énormément évolué. Et en fait, je code probablement 10 à 20 fois plus vite que je codais à l'époque. C'est incroyable. Ok. Et tu dirais que tu le fais plus par plaisir personnel de faire ça ou par volonté d'avoir des outils ultra personnalisés? Alors, c'est les deux.
Honnêtement, je m'amuse comme un petit loup. Je m'éclate, c'est incroyable. Parce que de nouveau, le problème, c'est l'idée. Le problème n'est pas de la coder. Tu me donnes une idée, probablement en une semaine, je fais un prototype, et puis 3 à 4 semaines après, j'ai le produit. D'accord? Et ça, c'est compter large. Parce que Euh, tu fais d'autres choses à côté. Parce que je fais d'autres choses à Ouais. côté, d'accord? Et donc je passe un nombre d'heures infini tous mes week-ends, tous les soirs à coder parce que je me retrouve à mon école. J'adorais coder, c'était une passion pour moi. Et maintenant j'arrive à. C'est juste, en fait, le problème c'est d'avoir l'idée maintenant. Alors le risque c'est que cette idée peut être imitée tout aussi facilement, donc il faut la mettre en valeur très rapidement. Mais c'est quand même incroyable qu'on peut avoir une idée et quelques semaines après, la concrétiser en quelque chose qu'on peut montrer à des investisseurs, faire un MVP, un terme très, ou voire même productiser. J'ai une app que j'ai écrite pour nos clients pour évaluer les stocks et puis gérer leur progression, que j'ai mise entre concept et publication sur l'Apple Store, moins de 4 semaines. C'est complètement fou. Ça change quoi, ça? Hmm. Ça change quoi pour toi qui es gestionnaire d'une Alors, grosse ce que PME ça change aujourd'hui? pour moi, c'est que alors, ça tombe à pic pour nous, parce que on est arrivé à une taille où Google Sheets, c'est plus possible. D'accord? On a tellement, par exemple, de tickets de vente chaque année que ça dépasse les limites de Google Sheets. Alors, du coup, on commence à regarder des CRM professionnels qui coûtent des prix inabordables, qui sont extrêmement lourds à mettre en œuvre et à maintenir. J'ai essayé, j'en ai abandonné un. Euh, pour ceux qui connaissent, j'ai essayé HubSpot. On a passé 9 mois à essayer de l'adapter à nos besoins. Et puis, d'un moment, j'ai dit, on n'y arrivera pas. Et avec ça, maintenant, bah, je crée chaque jour nos outils exactement comme on les veut, adaptés à nos besoins, pas plus, pas moins, et à une vitesse folle. Et tu penses que ce modus-là, si tu veux, d'avoir donc un directeur, un propriétaire d'entreprise, tu penses que ça va se généraliser? Tu penses que tout le monde va faire ça? Tu penses que non? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, on parlait de Silicon Valley, c'est marrant parce que j'étais au téléphone l'autre jour il y a 2 jours avec un pote qui habite toujours là-bas, et il montrait, il roulait sur l'autoroute entre San Francisco et San José, la 101, et il me montrait tous les placards publicitaires, et c'est que de l'IA. Pour montrer l'écosystème. Là-bas, tout le monde, constamment, ne produit que de l'IA. Des produits, des services, quoi que ce soit. Ici, on est encore très loin, on en parle, comme il y a les gens qui ont peur, il y a les gens qui trouvent qu'on devrait à tout arrêter. Ça s'arrêtera pas. Soyons très clairs, c'est le gain en productivité, les gains pour les gouvernements au niveau géopolitique, etc., font que jamais de la vie ça s'arrêtera. Ce serait trop risqué de dire, bah, nous on arrête, on va laisser les Chinois, les Américains faire ce qu'ils veulent. Ça marchera pas, d'accord? Il faut s'adapter à la chose. Alors, c'est facile à dire pour moi, ça va pas vraiment m'affecter dans ma vie parce que je suis pas tout jeune, Et parce mais que tu l'as déjà adopté, visiblement. mais c'est ça, c'est que je pense que si je peux donner un conseil, c'est il faut vous y mettre et il faut vraiment pas juste écrire du texte, traduire, mais vraiment repenser comment vous travaillez et comment vous pouvez utiliser l'IA comme un agent ou multiples agents qui font le boulot qui vous aurait pris des mois ou que vous ne pourriez pas faire en quelques jours ou semaines. Ok. Et ça, donc si tu as... alors évidemment, si c'est tes potes de la Silicon Valley qui t'appellent, c'est pas forcément le conseil qu'ils vont te donner, mais ces gens que tu rencontrais avant, Business Angel Switzerland, avec ces dîners, etc., qui sont peut-être un peu moins tech savvy, euh, il y a un gars qui t'appelle, il dit, ah, tu vois, moi j'ai ma PME, on est 25, on est que 50, je m'y suis pas encore mis, je fais quoi? Il fait quoi? Tu lui dis quoi? C'est quoi ton conseil pour lui, pour elle ou lui? Alors, il y a différentes façons d'utiliser l'IA, parce que tu peux l'utiliser pour coder, d'accord? Euh, Pas n'importe qui, en tout cas avec ce qu'on a aujourd'hui, arrivera à le faire. Parce que même si je connais pas les outils modernes, je sais comment structurer un logiciel. Je sais ce que c'est une base de données et comment la rendre solide et Robuste, ouais. bien architecturée, etc. D'accord? Si je ne sais pas ça, je vais créer quelque chose, mais qui va pas vraiment tenir la route dans le long terme. Mais il y a des outils pour organiser
le fonctionnement de ta société avec des agents, etc. Je vois des fiduciaires qui s'aperçoivent qu'ils peuvent commencer à automatiser un certain nombre de jobs qu'ils ont. Il faut constamment regarder ça là-dedans, comme ça. Le problème que je vois en général avec les gens, c'est quand on a vécu toute sa vie sans IA, c'est dur d'accepter de changer sa façon de faire. Je vois beaucoup de développeurs qui ont envie de tout contrôler, qui veulent lire chaque ligne de code. Moi, je vais être très honnête. JavaScript, je lis 85%. React Native, que dalle, parce que c'est vraiment un langage bizarre. Pourtant, j'écris des apps en React Native. Je cherche pas à comprendre chaque ligne. Je crée les outils de test pour m'assurer que ça fonctionne comme j'ai envie que ça fonctionne. Et, et après, il y a une partie de gens qui doivent apprendre à se décomposer. C'est, grosso modo, c'est pas comment je fais un truc à côté, c'est comment je me repense moi. J'aborderai ce problème comme ceci. Si je le décompose, en fait, je vais le faire avec l'IA d'une façon complètement différente, mais beaucoup plus efficace. Ça, c'est difficile à faire. Et il faut faire cet effort mental d'arriver à faire ce changement. Ok. Tu as peut-être, je sais pas, une ressource à partager pour ces gens-là, ces gens qui veulent s'y mettre, qui ne se sont pas encore mis. Alors, si tu veux coder, moi, je pense que l'outil le plus fun pour commencer à coder, alors, il y en a d'autres, hein, mais j'ai commencé avec Lovable. Pourquoi? Parce que, en fait, tout l'environnement de créer l'app, enfin, de hoster l'app, est automatisé pour toi. T'as pas besoin de t'en préoccuper. C'est compliqué une fois que tu as écrit du code de dire est-ce que je le mets sur AWS, est-ce que je le mets sur Google Cloud, où est-ce que je mets le front-end, est-ce que je le mets sur Vercel. Ça, c'est un savoir-faire en soi, que tu peux d'ailleurs aussi faire avec l'IA, mais ça prend du temps. Ce qui est incroyable avec Lovable, c'est que tu donnes une idée, tu commences à coder, il a une base de données, il écrit et tu vois ton app tourner dans la fenêtre d'à côté. Je vais être honnête, je l'utilise plus. Euh, Parfois juste pour faire une idée du UX, d'interface, mais je code principalement avec Claude maintenant et de plus en plus avec ChatGPT Codex. En fait, j'utilise les deux. Ok. Je demande à l'un de l'auditer l'autre et puis ensuite je lui dis regarde, Codex pense que tu as fait de la merde et puis mais c'est très très efficace Ok. parce que en fait ça force l'autre IA à prendre un input très structuré et dire ah bah, il y a des idées là-dedans, il y a des choses qui effectivement sont fausses. C'est plus efficace que si c'est juste toi qui essaye de la piloter. Donc je les joue l'une contre l'autre, c'est assez drôle. On revit l'appel 2. C'est On revit l'Apple II, oui, dans le sens un monde vierge où tout est possible. Et il faut juste avoir l'idée de ce qu'on veut faire. Mais on le revit avec un impact sociétal qui est fois 100. Et ça, c'est la partie potentiellement très inquiétante. J'ai des amis, je me souviens, j'avais 20 ans, j'essayais de les convaincre quand ils venaient à la maison, il faut que vous vous mettiez à ça, ça va être le futur. Et ils m'en parlent maintenant, ils me disent, mais on aurait dû t'écouter. Mais ils ont quand même fait 40 ans de carrière en survivant sans savoir faire de l'informatique, ils font du Word, ils font un peu d'Excel, et puis voilà, d'accord? Avec l'IA, le changement, il n'est pas sur 40 ans, il est sur 2-3 ans. Et le changement sociétal est phénoménal. Moi, je ne crois pas particulièrement, on peut philosopher dans ce qui se passe dans 10 ans, dans 20 ans. La vraie question, c'est est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Non. En tout cas, pas dans les 10 années à venir. Je ne pense pas. Je peux me tromper, hein. Mais est-ce qu'une personne qui sait vraiment, vraiment s'augmenter, c'est le terme que j'aime bien utiliser, s'augmenter avec l'IA, il va remplacer la personne qui refuse de le faire. C'est garanti. Dans n'importe quel métier. donc faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Ok. Enfin, tous les jeunes, c'est ce que je leur dis. Et je suis parfois choqué, par exemple, que dans les universités, on interdit d'utiliser l'IA. Tu veux faire la similitude. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'avais une calculatrice programmeur programmable TI-59. Elle était programmable. J'avais interdiction de l'utiliser dans les examens de maths et de physique, et je devais utiliser la règle à calcul. Mais jamais de ma vie, après être sorti de ces études, je vais utiliser une règle à calcul. Je confirme, je n'ai jamais utilisé une règle à calcul. On a le même problème. Euh, on interdit aux étudiants d'utiliser l'IA parce que ils vont tricher, mais le problème est mal posé. Il faudrait les forcer
avec un problème à l'utiliser de façon intelligente. Et ceux qui ne savent pas l'utiliser de façon intelligente n'y arriveront pas, à la place de leur interdire. Mais ça implique que les profs doivent s'y mettre. C'est un vrai problème. Mais tu penses pas que le fait d'avoir appris avec ces règles, ça a façonné ton micro, ça a façonné, enfin ton micro, ça a façonné ton cerveau, pardon, et donc ça te permet d'avoir une meilleure intelligibilité de tout ça? Alors, c'est marrant parce que je me suis beaucoup analysé dans ce processus. Et en fait, moi, je suis extrêmement déstructuré dans ma façon de travailler. Je déteste les structures, les plans, les outils. Des fois, des gens me disent « Ah, tu veux faire du brainstorming, on va utiliser Miro. Je joue 10 minutes avec, ça me rend fou parce que j'oublie mon idée, parce que je suis en train de réfléchir quel outil je vais mettre pour mettre quelle bulle. 10 minutes, je le jette. » L'IA, en fait, c'est parfait pour moi parce que elle fait les choses exactement comme j'ai envie qu'elle le fasse. Je lui dis de le faire si j'ai une idée qui me passe par la tête, j'ouvre une nouvelle session, je lui balance ma nouvelle idée pendant que je travaille sur l'ancienne. Donc pour moi, en tant que déstructuré, c'était ultra facile de l'adopter. Si tu es très structuré, il faut que tu trouves une façon entre deux de le faire. Mais le gros problème, c'est la vitesse. C'est que on le voit déjà. Mais on n'a pas encore un vrai impact sur le travail réellement. Mais je pense dans les 2 à 5 ans à venir, l'impact va être très difficile à gérer pour les gens qui ne veulent pas se mettre à l'IA. Tes potes dans la Silicon Valley, ils le vivent déjà ça ou Oui, mais en même temps, ils sont poussés à le faire tout le temps parce que c'est partout. Parce que chaque pub dans la rue parle d'IA. D'accord ? Ici, alors, c'est intéressant quand tu vis dans des salles d'escalade parce que tu as une population qui n'est pas technique. Beaucoup de gens sont soit réfractaires, soit moi je m'en fous, c'est pas grave. Et ils devraient franchement s'y intéresser. Okay. Alors, il y a des métiers où peut-être ça n'aura aucun impact sur toi. Mais je sais pas, si tu es radiologue, si tu es avocat, pas mal de métiers de médecine, si tu n'utilises pas l'IA, t'as pas de métier. Okay. Merci. On arrive tranquillement j'ai presque envie de dire malheureusement, on arrive tranquillement à la fin du temps qu'on s'était imparti. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais t'entendre encore sur Totem demain ou après-demain. Parce que moi, j'entends que sky is the limit. Mais est-ce que vraiment sky is the limit ou est-ce que tu te dis que en attendant d'atteindre le ciel, j'ai tel milestone à atteindre ou tu vois juste pour comprendre comment toi tu fixes ces objectifs. Alors, tu n'as plus besoin de le faire au trimestre et de rapporter à des analystes financiers, mais comment tu gères cette temporalité entre ce que je dois accomplir aujourd'hui ou dans les 6 prochains mois et puis sky is the limit pour dans 5, 10 ans, j'en sais rien. C'est un problème de maths au départ. D'accord ? C'est les salles modernes coûtent trop cher pour qu'on puisse encore, pour le moment, les autofinancer. D'accord ? Parce qu'une salle moderne va coûter entre 1,5 million et 3 millions. D'accord ? Et nous, on n'a pas les moyens d'en ouvrir 3 comme ça avec nos finances, etc. Donc, je dois trouver des moyens de financement. Ces moyens de financement, c'est soit des banques, soit des investisseurs. D'accord. Le problème qu'on a eu, la raison qu'on a été un peu bloqué dans les starting blocks, c'est parce qu'on avait toutes ces dettes qui étaient bloquées, il était difficile d'en rajouter. Ok. Et donc aujourd'hui, notre effort est de dire oui, on veut repartir en expansion, c'est très clair. Ça va être un mélange idéalement entre dette et investissement. Et pour faire ça, il faut que je travaille en parallèle à augmenter la profitabilité. Une des actions, grâce à l'IA, c'est de vraiment optimiser le fonctionnement, enlever tout ce que j'appelle de la friction, les stupides actions répétitives, transactionnelles, etc., pour, réduire des coûts, mais aussi augmenter le service.
Par exemple, je donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une salle d'escalade, on te demande ton nom, ton prénom, tu dois rentrer, tu dois signer ta décharge, tu dois payer ton entrée avec ta carte de crédit. Tout ça, c'est transactionnel. Ça n'a aucune valeur. Mais ça fait perdre du temps, ça fait que les gens restent dans une queue. Ce qu'on est en train de développer, parce que j'ai une autre start-up à côté qui développe un logiciel depuis 2 ans de gestion de salles de sport, c'est de dire tout ça, on va éliminer. Le client, s'il veut, peut acheter son entrée à la maison, il peut signer sa décharge à la maison, il arrive à la salle, il a juste un QR code, il le présente, et on a enlevé toute cette friction. Est-ce que ça veut dire qu'on va enlever les personnes à l'accueil? Non, parce qu'on veut garder le côté social. Leur job va être d'en fait accompagner ce client. Parce qu'aujourd'hui, on l'accompagne pas. Alors, quand c'est un grimpeur, il n'a pas besoin d'être accompagné, il sait très bien ce que c'est, mais quand c'est un non-grimpeur, 95% de notre population, ben c'est un problème. Donc moi, je serais assez content que mes employés passent beaucoup plus de temps à parler au client, lui montrer ce qu'il peut faire, comment il faut faire, comment décoller, que de prendre ça en empreinte de carte de crédit. Merci beaucoup, Kilko. On espère que toutes ces évolutions, révolutions, elles vont te permettre d'aller encore plus loin avec Totem. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt, pareil. Merci.